Ce projet podcast est une production de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles, espace de Coworking Innovation Playground. You're listening to the Podcast Factory. C'est chez Transforma que je reçois Baptiste de Pentagone. C'est un podcast HR Meetup sur les ressources humaines et les passions au travail. Aujourd'hui, on va parler de ta passion au travail, ta passion d'entrepreneur. Oui. Mais on a une question traditionnelle chez HR Meetup, c'est de ton rêve d'adolescent à ce jour. Que s'est-il passé? Est-ce que tu es aligné avec ce rêve d'adolescent? Oui, effectivement. Moi, j'avoue que j'ai toujours rêvé d'être indépendant, pouvoir gérer vraiment mon temps comme je le souhaite. C'est mon père qui nous a toujours poussé à ça, en fait. Il a été employé, c'était le meilleur commercial de sa boîte. Il nous a toujours poussé à développer notre propre marque pour ne pas devoir des comptes au patron, même si je t'avoue que même en tant qu'entrepreneur, tu dois quand même toujours rendre des comptes, que ce soit à tes clients ou même à tes collègues, hein. C'est même aussi primordial, en fait, tu fais partie d'une équipe, hein. T'as beau être le gérant, tu dois quand même aussi être respecté et être respecté par les personnes. Et c'est vrai que si tu arrives tous les jours à 11 heures du matin et tu quittes à 14 heures, je crois que tu vas pas être respecté comme si tu faisais des bonnes heures, quoi, hein. Ton rêve d'adolescent, c'était entrepreneur, mais ça a guidé des études. Pour toi, tu as fait un choix spécifique par rapport à ça? J'ai fait un baccalauréat en marketing à l'EFEC, à Louvain-la-Neuve. Puis après, j'ai fait une passerelle à l'UCL pour la LSM en sciences économiques de gestion, 1 an, et puis 2 ans de master en spécialisation en marketing et management. Voilà, donc ça m'a énormément appris. J'aurais pu m'arrêter clairement au marketing à l'EFEC, mais je manquais de confiance en moi, en fait. C'est assez marrant parce que on est 4 associés chez Pentagone. Mon frère et mon autre associé, Nicolas Guillemin, en quittant l'EFEC en marketing, ils avaient assez confiance en eux pour se dire: «OK, voilà, je me lance, je suis capable, je peux, apprendre». Parce qu'au final, on t'ouvre des portes en faisant des études, on te donne les clés, mais en fait, c'est après à toi à dire: «OK, je peux y aller», lire des livres et cetera. Enfin, pour moi, c'est une ouverture d'esprit, mais c'est pas ça qui va te dire: «OK, maintenant, je peux le faire», quoi. Donc il faut vraiment, tu en fait, sur le tas, et pour moi, c'est vraiment, te donner confiance, en fait. Il n'y a pas que ça, il y a la confiance en soi. Bon, certains l'ont, comme tu le dis, d'autres l'ont moins ou doivent l'acquérir. Mais la première vraie question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je vais faire? Tu avais aussi déjà des idées d'entrepreneuriat très jeune ou tu n'avais pas encore d'idées précises dans la direction dans laquelle tu souhaitais aller? Moi, j'ai toujours rêvé de faire comme mon père. Lui, on est venu le chercher et il a commencé sur un marché où il y avait 0 € de chiffre d'affaires, et à la fin, il en faisait des millions à lui tout seul, et c'est grâce à lui qu'ils ont pu engager 2, 3, 4, 5, 6 personnes, et ça a vraiment été développer quelque chose. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment fasciné. Ce que je voulais faire, c'était favoriser le savoir-faire belge. Je savais déjà que je voulais aller là-dedans, mais je savais pas du tout dans quoi. Voilà, donc on a toujours rêvé de faire ça avec mon frère Benoît. Et en fait, Benoît a rencontré Nicolas, justement aux études, à l'EFEC. Il est une fois venu avec l'idée, en fait, de lancer une marque de peinture, et donc moi je disais: «Peinture quoi?» Ah oui, moi je m'attendais à ce que tu me dises chocolat ou bière. Oui, oui, c'est ça exactement. Oui, effectivement, mais il est venu avec, et en fait, en gros, l'opportunité qu'on a eue, c'est que le père et l'oncle de Nico avaient une usine depuis 1937 en Belgique, qui appartenait déjà à leur père, hein. Et voilà, donc il est venu avec cette idée. On s'est dit: «Mais pourquoi pas, en fait?» Ce qui nous a attirés, c'est que c'est un marché qui est assez technique. Moi, j'aime bien les difficultés. J'aime pas quand c'est trop facile. Moi, je pars du principe que tout le monde peut toujours y arriver. Voilà, il faut juste, se donner les moyens, et cetera, et travailler et apprendre. Et c'est vrai que j'ai adoré le fait que ce soit très technique à la base, que c'est pas vendre, en fait, tu as un produit pour plein de supports différents. Tu peux avoir des problèmes aussi dans les couleurs parce que tu as des machines à teinter qui te teintent tes produits, et cetera. Enfin, il y a tellement de challenges, en fait, que c'est intéressant, tu vois? Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'apprentissage parce que c'est un secteur où au départ, tu as pas de grandes connaissances Exactement, et ça évolue tout le temps. Parce que tous exactement. les jours, de nouveaux produits apparaissent. Oui, Pour résumer à la première question, tu me réponds que oui, tu es aligné avec ton rêve, tu as fait les études qu'il fallait pour, voilà. et finalement, tu commences maintenant ton projet d'entrepreneuriat. On peut être indiscret, te demander quel âge tu as. 31 ans. Tu as quand même eu quelques années depuis la sortie de l'école. Tu as déjà fait d'autres expériences entrepreneuriales ou pas? Avec mes parents et mon frère, on avait déjà créé une société qui vendait, en fait, des produits, mais plus industriels, qui étaient des produits complémentaires à ce que mon père vendait. Donc mon père vendait des vérins pneumatiques. Nous, on vendait tous les éléments, en fait, annexes que cette société ne vendait pas. Voilà, donc nous, on avait déjà commencé comme ça, effectivement. Ça nous avait déjà appris avec la comptabilité, et cetera. Donc c'est vraiment mon père qui nous a mis, et ça, c'était pendant nos études. Et quand est-ce que tu as switché vers le projet actuel? Dès qu'on a fini les études, je savais qu'on allait rester coincé dans notre prison dorée, et cetera. Et voilà, donc ce qu'on a voulu faire, c'était directement se lancer. Et alors, ce qu'on a fait, par contre, c'est que on travaillait en mi-temps. Donc moi, je travaillais au Décathlon, par exemple, 2 jours semaine. Mon frère Benoît, il livrait des pizzas, tous les soirs. Puis, Nicolas, lui, bossait à l'usine, il mettait ses bottes, et en tant qu'ouvrier, il commençait à préparer des peintures. Nous, on a commencé à faire ça, donc ce qui est l'avantage, c'est qu'on a commencé de rien, et en fait, on a Avec une pris zéro sécurité à risque. côté quand Voilà, même. Voilà. on n'avait pas de risque, en fait. On vivait chez nos parents, c'est moins de stress, et ce qui est bien, c'est que tes amis, eux, ils commencent déjà à travailler, ils ont des voitures, et cetera, mais tu prends pas trop de retard par rapport à eux. Oui, tu prends les 2, 3 premières années un peu de retard, mais tu fais pas un retour en arrière comme si tu avais une famille avec des enfants. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ces entrepreneurs-là qui ont tout lancé, et cetera, et qui ont vraiment pris des risques. Il faut encore avoir plus de couilles, comme on dit. Mais voilà, donc nous, on a vraiment voulu le faire,
prendre moins de risques et commencer directement. Pour les auditeurs, on va rappeler de qui on parle, de la marque. Oui, la marque Pentagone. Pourquoi ce nom? Est-ce que je dois dire la vraie histoire ou la fausse? Bah, Ou les deux? c'est toi qui dois te parler avec ton cœur et ta passion. Je vais Donc, parler des deux. Alors, la vraie histoire, c'est avec mon frère, mon père et tout, on cherchait des noms. Et puis, il est venu sur ici Pentagone, Pentagone. Il a fait un jeu de mots et on trouvait ça super sympa. Peinture et Pentagone. Et voilà. Et alors, en fait, en gros, quand j'ai rencontré mon épouse, en fait, elle me dit, mais vous êtes beaucoup trop malin. Et je dis, ah bon, oui, pourquoi? Et elle me dit, mais en fait, le centre historique de Bruxelles, c'est un pentagone. Et Bruxelles, c'est quand même la capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe. Donc elle dit, c'est trop malin d'avoir fait un jeu de mots là-dessus. Je fais, oui, oui, c'est exactement ça. Beaucoup de gens pensent, ah, c'est une marque américaine, etc., avec le Pentagone. Mais voilà. maintenant, on va s'intéresser à comment vous vous distinguez surtout des autres produits. Parce que, bon, d'accord, c'est belge, mais est-ce Oui. qu'il y a d'autres choses qui vous distinguent? Il y a des concurrents déjà? Énormément de concurrents. Nous, on a voulu se différencier, en fait, pas sur un, deux ou trois éléments. On a vraiment voulu se différencier sur tous les éléments. Donc, ce qu'on a fait, c'est que c'est une peinture 100% belge, fabrication locale. On a vraiment un fort joué sur la qualité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les marques, nos confrères, ont des actionnaires qui leur mettent de la pression. Ils veulent toujours plus d'argent à court, moyen et souvent court et moyen terme, très peu à long terme. Et en fait, le souci, c'est que du coup, ils diminuent à chaque fois un peu la qualité, etc. Je dis pas que les qualités sont pas bonnes, hein. Ce que je veux juste dire là-dedans, c'est Il y a que une tentation de facilité. voilà, ils trouvent en fait en gros des éléments pour remplacer certains qui sont plus coûteux et voilà. Et en fait, nous, on reste vraiment fort focalisé sur la qualité et alors sur le prix aussi parce qu'on est entre 10 et 30% moins cher que les grosses marques En internationales. gardant la qualité. Exactement, parce qu'en fait, en gros, donc on n'a pas d'actionnaires qui veulent toujours plus de bénéfices, etc. On travaille aussi avec un marketing responsable, qu'on ne dépense pas des millions d'euros à la télévision. On joue aussi à circuit court, qu'eux ont tendance à passer par des grossistes qui repassent par des grossistes, qui repassent par des revendeurs, qui repassent. Nous, en fait, directement usine, revendeur directement, partenaire. Et alors, du coup, voilà. Enfin, il y a énormément d'éléments sur lesquels on a joué. On s'est rendu compte qu'on pouvait jouer pour offrir le juste rapport qualité-prix. Ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a quelque part, tu vas me dire si je me trompe, mais je sens que derrière ça, il y a des valeurs qui sont présentes. Est-ce que vous allez plus loin? Je prends un exemple. J'ai voulu à un moment donné, j'étais un papa récent avec une petite fille en bas âge et il fallait peindre sa chambre et je me suis posé les questions quand même parce que on sait tous que dans les couleurs, il y a des produits toxiques. Je me suis penché sur l'aspect, comme beaucoup de nouveaux parents le font, sur l'écologie, l'environnement, mais aussi vers la santé de l'enfant. Oui. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter dans les peintures? Est-ce que vous avez une approche qui réfléchit sur cet aspect-là, tant sur l'aspect santé que l'aspect éco-responsable? On a sorti effectivement une gamme sans solvant ni plastifiant. En fait, en gros, c'est une gamme SF qui ne rejette absolument rien. Donc, il y a moins de 1 gramme par litre de COV, de composants organiques volatiles. Donc, ça, c'est pendant l'application. Pendant que tu peins, en fait, en gros, ça ne rejette rien. Maintenant, il faut savoir que toutes les peintures sont A+. Ce qui veut dire qu'une fois qu'elles sont sèches à cœur, qu'elles sont sèches, en fait, elles ne rejettent rien. Et de contact, bouche, enfant qui lécherait la peinture, qui gratte la peinture, qui ingère? Ça, c'est par contre déconseillé Bien avec sûr. n'importe quelle peinture. Et en fait, on est fort en train de travailler sur des produits vraiment bio, des produits encore 100% bio. En fait, en gros, le problème, c'est que ces produits-là ne sont pas assez durables. Et donc, en fait, au lieu de repeindre une fois tous les 5-10 ans, on va repeindre toutes les années, ça va s'abîmer, etc. Moi, j'ai rencontré un autre problème aussi. J'étais tombé sur des peintures en poudre bio Oui, c'est qu'il ça, la fallait caséine ou quoi, mélanger oui, ou à la soi-même. chaux, Et ouais. alors, si tu fais pas bien le mélange, bah, cette répartition colorée n'est pas top non plus. C'était pas facile à traiter. Il faut vraiment un expert Oui, qui connaît le produit, qui sait l'utiliser. exactement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, tu sais pas faire non plus toutes les couleurs souhaitées et c'est vraiment très vague. Nous, on est en train de fort se développer là-dedans. Ce qu'on va essayer de faire, c'est justement rendre une peinture la plus bio possible, mais en offrant de la qualité, de la lavabilité, etc. Parce qu'en fait, pour moi, une peinture, pour qu'elle soit écologique, etc., il faut qu'elle soit durable. Parce que si c'est pour repeindre 10 fois en 10 ans, or que tu peux le faire que une ou deux fois avec une bonne peinture, au final, la planète a tout gagné en peignant que 2 fois avec une peinture un peu moins bio, on va dire que. Donc voilà, donc ça, ici, tous nos produits sont A+, donc ils ne rejettent rien. On a une gamme aussi écologique, sans solvant ni plastifiant. Et alors, on a mis beaucoup de choses en place à l'usine. Et ça va être ma seconde question, parce qu'il y a le produit lui-même qui peut Oui, être éco-responsable et qui peut être avec exactement. une empreinte écologique basse. Mais par contre, c'est un peu le débat sur le véhicule électrique qu'il y a eu à un moment donné Oui, aussi, qui persiste encore malgré tout. Ce qui sert à fabriquer doit aussi être, et je sais de sources sûres que vous êtes en train de penser à construire un bâtiment, je ne sais pas si on peut le dire. oui, oui, oui. Et donc forcément, là viennent les premières questions sur l'éco-responsabilité et l'empreinte carbone qu'on va avoir autour de soi en faisant la démarche. Exactement. Exactement. Donc nous, en fait, ici, on a repris l'usine il y a de ça 1 an et demi. On croit fort dans l'écologie et l'environnement, etc. C'est même pas qu'on y croit, c'est que c'est en nous, en fait, hein. Je vais te réinviter pour mon autre émission Midoricast sur l'environnement alors, hein, Je serai là, il y a pas de souci. On est aussi jeunes parents, etc. On pense aussi à l'avenir de de nos nos enfants. enfants, Ouais. exactement.
Et alors, je veux dire, nous, on a mis des panneaux photovoltaïques sur tout le toit pour vraiment être en autosuffisance énergétique. Tout ce qu'on construit, en fait, en gros, ne demande pas de l'énergie sale, hein, c'est l'énergie verte. On a mis des centres d'épuration aussi, en fait, en gros, qui fait que tous les déchets, en fait, de nos peintures, en fait, donc quand on fait des cuves, après, il faut les nettoyer, etc. Et en fait, tous ces déchets-là sont récupérés, traités, l'eau est remise dans le circuit, dans nos futures cuves. Waouh! Et en fait, tous les produits solides aussi qu'on garde, qui avant étaient jetés, en fait, sont réintégrés dans des peintures type chantier. Donc le but, en fait, c'est de rien jeter, en fait, en gros, de tout récupérer. Parce que voilà, tous ces déchets solides, en fait, en gros, sont pas top pour l'environnement. Enfin, allez, Chapeau, c'est pas que c'est pas top pour l'environnement, mais je veux dire, c'est mieux de les récupérer que de les jeter, quoi. c'est intelligent. Bon, alors tu Exactement. me lances sur un sujet qui me touche particulièrement et qui m'intéresse malgré qu'on est dans un thème RH. Oui, L'écologie, c'est un focus prioritaire absolu que je pense qu'on devrait tous avoir. exactement. Je me dis, ben oui, ok, donc ça c'est l'entreprise, on a parlé du produit de l'entreprise, et puis il y a le consommateur. Le consommateur, il va acheter des pots de peinture avec un emballage. Au niveau emballage, il y a eu une pensée aussi, ou pas encore, ou En du en fait, travail en cours? voilà, c'est ça, c'est un travail qui est en cours parce qu'en fait, on a plusieurs problèmes. C'est que les emballages, donc on voulait à un moment les récupérer, mais ça veut dire qu'il faut les nettoyer. Ça va prendre beaucoup, beaucoup d'eau. Et vous ne pourrez plus la recycler peut-être, ce serait une trop grande quantité. C'est ça. Et en fait, on s'est déjà renseigné là-dessus. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un pool liner. Donc, c'est un plastique, en fait, en gros, qui serait mais très, très fin dans les pots et qu'on puisse après retirer pour pouvoir reprendre les pots, Distribué en vrac? distribuer en vrac. Mais en fait, le problème, c'est que tu les teins dans une machine à teinter, hein. Donc, il y a des collants qui se mettent dedans pour faire la couleur que tu veux. Et après, il faut la mettre dans un shaker. Et le problème, c'est que tu peux pas mettre ça dans n'importe quel pot non plus parce que ça peut te l'exploser. Ah oui, On est sur des belles pistes. Je peux pas encore trop en parler pour le moment, mais on est en train de faire de des trucs secret. vraiment, un truc vraiment très sympa. On va pas dévoiler tous les secrets de la maison, mais c'est bien d'entendre que voilà, vous avez intégré cette notion. Et ça, je pense que malheureusement, il y a encore trop peu d'entreprises qui prennent le processus complet. Vous proposez une gamme de produits qui correspond à ce que vos concurrents font pour autant, malgré cette distinction? En fait, toutes les marques ont un peu le même type de produit et cetera et c'est vrai qu'on était aussi un peu bloqué. C'était que, à l'époque, avant de reprendre l'usine, on était un peu dépendant, on va dire, de l'usine et le père et l'oncle de Nico, qu'on adore, n'avaient pas les mêmes valeurs ou les mêmes ambitions que nous et donc là, c'est vrai que ça fait 1 an et demi qu'on l'a repris et on est en train de fort, fort travailler là-dessus. Donc nous, maintenant, en fait, on n'attend plus qu'un de nos concurrents, un de nos confrères, parce que j'aime pas dire concurrent, un de nos confrères sorte un produit pour le copier, hein, si je peux dire ainsi, ou pour s'en inspirer. Maintenant, nous, on va carrément démarcher, en fait, en gros, les fournisseurs de matières premières pour avoir toutes les nouveautés et on va nous-mêmes nous travailler. Parce que comme tu sais, en fait, Innover. innover exactement. Parce que les grosses structures, en fait, en gros, il y a énormément de hiérarchie, et cetera. Ça prend énormément de temps. Et donc, du coup, en fait, en gros, maintenant, on peut plus se permettre ça avec l'environnement. Enfin, voilà. Donc le côté research and développement, c'est vous, quoi. Voilà, on est à fond dedans, on se bat comme des dingues et on investit vraiment énormément là-dedans et on vient chercher l'info. On n'attend pas que l'info vienne ou que le produit vienne parce qu'il sera déjà trop tard, en fait. On va revenir aux canaux de distribution. Tu me disais tantôt, ben, on a moins d'intermédiaires, donc finalement, quelque part, on a des coûts moindres, ce qui nous permet d'appliquer un prix plus responsable et conscient. C'est une plus-value évidente. Du coup, je me dis, mais où est-ce qu'on retrouve vos produits? Ils peuvent nous trouver sur notre site internet www.pentagone.be. Dans nous trouver, en fait, tout simplement, il y a une carte. Ils peuvent mettre leur code postal et directement trouver Les revendeurs. les revendeurs les plus proches de chez eux. Et alors, à savoir aussi que notre choix a vraiment été de travailler avec des indépendants. On est des indépendants, on sait ce que c'est, etc. Et on a vraiment voulu bosser avec des gens, voilà. Donc, nous, on n'a pas voulu travailler avec des grosses chaînes de distribution, etc. ou quoi. On a vraiment voulu chercher des revendeurs dynamiques et locaux dans chacune des régions. Encore une question peut-être. Un consommateur nous écoute potentiel chez vous et il se dit, ben moi j'aimerais bien un produit spécifique, une couleur précise qui n'est peut-être pas facile à trouver dans le marché. Est-ce qu'on peut vous approcher avec une demande telle que celle-là? Bien sûr, dans nos machines, on a plus de 40 000 couleurs, qu'on a tous les nuanciers en fait universels. Ça permet de retrouver mais vraiment tout quoi. Donc si la personne veut venir avec son drap, Et ça va du pastel à la couleur exactement très foncé, donc foncée ou si la couleur de brillante, son manteau lui plaît, elle vient avec le manteau. Il regarde un peu dans le magasin un avec, peu de boulot pour vous. voilà exactement, mais c'est pas grave, on trouvera. Mais voilà. Question importante en Belgique, on a un pays trilingue, français, néerlandais, allemand. Vous êtes capable de traiter les demandes, j'imagine, dans toutes les langues. Oui, donc là en fait, notre site est pour le moment en français néerlandais. On est en train de le remettre, À à jour. jour, ouais, donc je pense que ça sera, pour, milieu de cette année, 2022. Et alors là, il va être traduit bien sûr en allemand, anglais, parce qu'on est en train de fort se développer ici en Hollande et en France, là, ici maintenant. Donc question internationale, ça commence déjà Oui, aussi. Donc la exactement. qualité des produits est reconnue, puisque c'est internationalement, ça se développe, quoi. Sans quoi Exactement. Ouais, ce serait pas exactement. aussi évident, quoi. Et je crois que les valeurs aussi de notre société, plaisent aussi énormément et Ah clairement, ouais. c'est quelque chose de nouveau. En fait, on Pardonne-moi de t'interrompre, c'est un des motifs qui fait que je t'ai invité à mon micro aussi. C'est que j'avais une exactement, certaine admiration par rapport à ces valeurs, que je connais par Christine Mantior, qui m'a recommandé de t'inviter à notre micro. Donc je savais qu'au niveau valeurs, on allait s'y retrouver. exactement. Et on clôture nos émissions par des questions RH, puisque notre public, c'est, même si on parle de passion au travail, d'entrepreneuriat et de parcours entrepreneurial et de valeurs,
on parle en plus, bon les valeurs ça concerne les RH, mais on parle des RH. Alors, tu n'as peut-être pas été employé du coup dans ton parcours ou jamais? Très peu. Très peu. Ouais, Mais par contre, tu entends des gens autour de toi qui le sont et qui sont face parfois à un RH. oui. Alors, je vais te poser la question première qui est qu'est-ce que c'est pour toi un RH? Quelle perception as-tu des RH quand tu écoutes ton environnement ou quand tu y es confronté? Pour moi, un RH, c'est le cœur et les poumons d'une entreprise parce que c'est les personnes qui vont choisir, qui vont créer la bonne équipe en fait. Vous avez déjà un RH en interne chez vous? C'est plus moi qui m'en occupe avec mon associé Ah ouais, donc la Nicolas. question est plus que pertinente parce que ça doit aussi Exactement. t'interpeller, quoi. On s'en occupe énormément et en fait, en gros, je me rends compte que un bon RH, c'est une personne qui va vraiment pouvoir créer la bonne équipe. Donc c'est le qui, hein, en fait, hein, c'est vraiment la personne, l'humain qui est central, hein, et c'est vraiment comme ça qu'il faut penser pour aujourd'hui, pour demain. Nous, c'est vrai qu'à la base, on était 4 associés. La force, c'était vraiment notre motivation à tous les 4. Et puis là, ici, maintenant, chez Pentagone, on est plus ou moins 12. Chez Guillemin, c'est l'usine, hein, l'usine de fabrication, ils sont plus ou moins 30. Donc on est plus ou moins une bonne quarantaine de personnes et c'est vrai que maintenant on se rend compte que les associés, beh, ils représentent quoi? 4 sur 40, c'est que 10 en fait, hein. Donc la motivation en fait est primordiale dans l'équipe. Pour moi, c'est ça, c'est engager les bonnes personnes et pas uniquement les compétences, mais aussi, l'humain en fait, le caractère, est-ce qu'il va bien s'intégrer dans l'équipe? Voilà, est-ce qu'il va faire du bien pour l'équipe et cetera? Une question subsidiaire sur cette question, vu ce que tu es en train de me donner comme élément de réponse, c'est, on a la tête, on le sait quand on est entrepreneur, on a la tête dans le guidon comme on dit, Oui, hein, c'est on pédale, hein, c'est tout le exactement. temps être au feu et et à la rampe d'incendie. Ouais. Est-ce que malgré tout, ça te laisse le temps de te renseigner sur les bonnes pratiques RH, les bonnes pratiques de recrutement? Est-ce que tu te documentes? Est-ce que tu vas jusque-là? Ou est-ce que c'est plutôt au feeling? C'est primordial en fait. Là, ça fait 6 ans Et de maintenant, savoir écrire un job description, oui, c'est quelque ça chose comme ça, ouais, exactement, ouais, ouais. exactement. Donc pendant 6 ans, on était la tête dans le guidon et cetera et puis là, c'est vrai que ça fait 2 ans maintenant qu'on prend du recul. On lit énormément de livres. Moi, j'ai une application que j'adore qui est, Cooper, qui résume déjà énormément de bouquins et en fait, ça permet déjà de te donner une idée et alors de dire: «Ah OK, ce livre-là, il m'intéresse vraiment, je vais l'acheter quoi et je vais le lire». C'est vraiment super important pour moi, c'est ça l'avenir, c'est pas rester la tête dans le guidon, il faut justement se renseigner, constamment se former en fait, en gros. Ta littérature, elle est orientée donc sur les ressources humaines ou le management, plutôt dans quel sens? C'est ça, beaucoup plus management, marketing et cetera, c'est vraiment ça, mais dans le management, pour moi, on vient se frotter quand On même aux touche aux ressources ressources humaines humaines, bien exactement, sûr, exactement et évidemment. j'aime bien aussi tout ce qui est psychologie, du consommateur, pouvoir, demander les choses, mais voilà, tu peux demander 3 fois la même chose et être perçu 3 fois différemment, enfin, tu vois? Donc c'est super important de savoir, bien parler, pouvoir, voilà, bien dispatcher intelligemment parce que à l'heure actuelle, on peut plus frustrer, Le quelqu'un. consommateur. Non, même l'équipe, je dirais, à l'époque, les gens restaient, ils restaient fidèles pendant 30, 40 ans. Maintenant, en fait, ici, les gens, ils veulent pas foutre leur vie en l'air. On sait maintenant l'importance d'une vie et voilà et si c'est pour rester dans un truc où il y a une mauvaise ambiance et on se sent frustré parce qu'on nous parle mal et cetera et tout, ça vaut pas la peine. En fait, on est une famille, on est une équipe, il faut s'entraider. Je le dis à chaque fois, c'est pas moi qui fais des remarques, mais faites-moi aussi des remarques, quoi. Le but, c'est de grandir et d'évoluer ensemble, quoi. Être humble aussi et puis avoir cet Exactement. esprit de famille, c'est une belle métaphore, un bel exemple. Deuxième question rapidement, un effet waouh. Tu as déjà eu un effet waouh, un endroit où tu te rends et tu te dis: «Waouh, ça si moi je fais ma boîte, j'aimerais que ça ressemble à ça parce que c'est inspirant, on s'y sent bien». Tu as Oui, déjà ressenti ça? exactement, oui, moi j'ai 2 exemples de sociétés, donc j'ai, Decathlon. Ils sont assez connus pour ça, hein. Ouais, ils sont assez sympas et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que donc j'étais en tant qu'étudiant. Je suis resté, étudiant, mais 5 ans là-bas, donc c'était très hiérarchisé et cetera et en fait, ils sont venus avec, une structure beaucoup plus plate après 2 ans et donc j'ai vu comment ils sont venus, Tu en as fait, en gros assisté à pour la transformation? exactement D'accord. Ah oui, alors c'est marquant ouais, évidemment. exactement et j'aimais bien aussi les réunions où on se sentait vraiment écouté. Après, on revenait après 3 mois, il y avait vraiment des changements qui se passaient et cetera Ah oui, là et c'est un alors vrai aussi effet waouh. ouais, exactement et aussi toutes les ambiances, toutes les soirées qu'on a fait. Il y avait plein de trucs qui étaient organisés vraiment pour l'équipe, pour la motivation de l'équipe et alors un autre, c'est Odoo. On Ah est client ouais. chez eux et j'ai mon cousin qui bosse chez eux et il m'expliquait qu'ils avaient des chefs qui venaient leur faire des petits gâteaux, à 4 heures. Bon, pas tous les jours pour, hein, il faut quand même penser, à leur santé. Ils ont tout, ils peuvent faire du sport. Si au moins il y a 2 de leurs collègues, en fait, le sport est remboursé par Odoo. Il y a tout qui est mis en place. Ils ont des Ils vont recevoir plein de CV suite à ton témoignage. oui, oui, je pense, mais franchement, c'est pour moi, c'est une structure et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le CEO a eu un prix comme meilleur manager. Petit clin d'œil pour eux, pour Odoo. Alors la dernière question, tu as un message que tu peux faire passer à tous les directeurs des ressources humaines qui t'écoutent dans toute la Belgique et peut-être dans le monde, dans des grosses boîtes comme dans de petites boîtes. Tu aurais envie de leur dire quoi à ces DRH qui nous écoutent? C'est de ne pas faire de réunions trop formelles et de regarder trop les compétences, ou les études des personnes, mais plutôt discuter, voir un peu si, ça pourrait devenir un bon ami. Et moi, ce que j'adore faire, c'est quand on fait des réunions comme ça, c'est faire des réunions formelles, bien sûr, hein, regarder tout ça.
Et alors après, une fois, aller manger un bout avec la personne ou aller boire un verre ou aller boire un café, de creuser un peu plus parce que des fois, une personne, elle peut être parfaite sur papier et puis en fait, tu te rends compte que pendant, le café, pendant une demi heure, il fait critiquer son ancien employeur, ses collègues, mais donc voilà, il est très, très négatif. En fait, il y a que lui et en fait, le gars est pas du tout humble et au final, beh, tu as vite compris que ça se passe aussi comme ça avec l'équipe. Donc voilà, moi, c'est vraiment faire des rendez-vous formels, mais également informels et c'est vraiment là-dessus qu'il faut et ça, Mais j'ai c'est peut-être appris transmettre ça plutôt au côté manager, parce que tu imagines bien qu'un DRH d'une petite boîte va savoir le faire, mais vu la taille en général, le DRH, c'est le RH. oui. Des boîtes de plus grosse ampleur peuvent avoir jusqu'à 20 000 employés. Aller manger un bout avec 20 000 employés, ça va être chaud. Après ce que Decathlon faisait par exemple, ils organisaient un basket avec toutes les personnes qui devaient et alors en fait, ils voyaient directement qui est leader, qui est mauvais perdant, juste en les regardant ou alors ils faisaient faire des jeux de société en fait en gros donc c'est 1 heure, ils sont 20 par exemple, on les fait jouer au Monopoly, à n'importe quoi et on voit un peu comment ils agissent. Est-ce que quelque part, il y en a pas qui sont conscients du truc et qui vont jouer un peu à une pièce de théâtre? Oui, mais alors là, oui, 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 ça reste le C'est danger, mais l'humain. ça, voilà, c'est l'humain, mais ça, du coup, on peut rien faire et il y a des personnes qui sont saines, d'autres moins, et voilà. Quand tu le sors un peu de sa zone de confort, le naturel peut très vite ressortir aussi. Mais je crois que sur le temps, on le voit de toute façon, c'est une question de temps, quoi. On Exactement, peut pas faire une c'est pièce de théâtre la main indéfiniment. exactement, Je te remercie de m'avoir octroyé ta confiance et ton temps et de t'être déplacé jusqu'à nous ici chez Transforma. avec grand On a eu plaisir, l'occasion de visiter le bâtiment et de faire un c'est peu voir tout ce magnifique. qui est chouette ici. Et puis on se retrouve, comme on l'a dit, un peu plus tard dans le projet, quand vous serez plus avancé sur le côté écologique. Moi, je serais impatient de te réinviter dans notre autre émission qui se nomme Midoricast, où on parle des initiatives positives pour l'environnement. Je crois que ça se y prêtera et on sera très heureux de faire le relais des initiatives qui sont pensées, en tout cas, pour les challenges de l'avenir sur l'environnement. Super, je serai présent. Merci, à très Merci à bientôt. toi. Alors, chers auditeurs, si vous avez envie de participer à cette émission et à ces podcasts, une chose est très simple, envoyez-moi un mail et je vous inviterai volontiers pour parler de votre passion, d'un thème RH ou de votre parcours entrepreneurial. Et puis, on partagera ça avec nos auditeurs et on se retrouve très vite. À bientôt. Vous aimez ce projet? Faites un like, un partage, faites un commentaire et même une donation si vous le souhaitez. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une production de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles, espace de Coworking Innovation Playground.